Bonjour à toutes et à tous. Comme on a déjà pu le voir, ça fait longtemps que les collectivités publiques interviennent dans la sphère économique, en particulier portée au niveau local par le socialisme municipal qui se développe à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Sauf que voilà, plus le champ des services publics s'élargit, et plus il va devenir difficile de garder une définition unique, monolithique du service public. Et une des premières nuances va être apportée en 1921 par le tribunal des conflits. Le tribunal des conflits, c'est une instance qui a pour objectif de définir ce qui relève du juge judiciaire, qui juge des actes de droit privé, et le juge administratif, qui juge le droit public, c'est-à-dire le droit spécifique qui encadre le régime très particulier de l'État ou des collectivités territoriales lorsqu'ils agissent en tant qu'autorité publique. Dans le cas en question, la colonie de Côte d'Ivoire, qui était à l'époque une personne publique, gérait un service de transport de personnes, un bac, un bateau, entre deux rives de la commune d'Eloka. Pas de peau, le bac en question coule pendant une traversée, et une entreprise propriétaire d'une des voitures endommagées veut voir son préjudice réparé. Alors on pourrait se dire que, bon, comme souvent jusqu'alors, c'est le service d'une personne publique qui relève donc en toute logique du droit public et donc du juge administratif. Sauf que, voilà, ce n'est pas la décision retenue par le tribunal des conflits, qui renvoie l'affaire devant le juge judiciaire, étant donné que le service est exploité dans les mêmes conditions qu'un industriel ordinaire, dans la mesure où, d'une part, la colonie n'utilise aucun pouvoir qui relève spécifiquement de la puissance publique, et d'autre part, elle fait payer l'usage pour accéder au service, comme le ferait alors n'importe quelle entreprise. Ouais, alors, j'ai pas vraiment l'impression que ça vous choque beaucoup. Non mais c'est un truc de dingue! C'est un changement majeur! Alors que je vous bassine sans arrêt pour vous expliquer que les collectivités territoriales ont pour ambition d'agir au nom et pour le compte de leur population, ce qui explique qu'elles ont un droit spécifique qu'on appelle le droit administratif, bla 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 bla, là ce que je vous dis, c'est que dans certains cas, on n'en a rien à carrer et qu'elles peuvent agir comme des entreprises privées et que leurs actes relèvent du droit privé. Non, en fait, je ne dis même pas qu'elles peuvent parfois agir sur quelques actes qui relèvent du droit privé, je vais encore plus loin en affirmant qu'à un moment donné, on considère que l'ensemble d'un service public et la quasi-totalité des actes qui s'y rattachent relèvent du droit privé qui sera jugé par le juge judiciaire. Ça veut dire que le personnel relève du droit privé, ce sont donc des salariés ordinaires et pas des fonctionnaires ou des agents publics, sauf pour le directeur ou le comptable public. De même, tous les contrats passés par le gérant du service public ont un caractère industriel et commercial et sont donc de droit privé. Et ça, c'est une différence fondamentale, puisqu'ils ne sont dès lors pas soumis aux mêmes règles de la commande publique, par exemple. Enfin, lorsque vous bénéficiez du service en tant qu'usager, tout se passe comme si vous étiez en contact avec une entreprise privée, alors même qu'on est dans le cadre d'un service public. Bon bah... c'est chaud quand même. Quand on parle de service public, on va donc devoir distinguer ce qui relève du service public à caractère administratif, les SPA, qui sont les services les plus courants que l'on rencontre en collectivité territoriale, et les services publics à caractère industriel et commercial, les SPIC, qui sont, comme on l'a vu, régis par du droit privé. A noter qu'on cherche bien ici à qualifier une activité et non pas une organisation ou un mode de gestion. On ne parle pas d'un service physique avec des agents et une ou un chef de service, mais bien d'un type d'activité porté par une collectivité. Par exemple, pour tout un tas de raisons qu'on va voir par la suite, on considère qu'une piscine est un service public à caractère administratif. Que cette piscine soit gérée directement par une commune qui va la construire, l'entretenir et choisir de mettre un fonctionnaire à l'accueil, ou qu'elle ait fait le choix de la déléguer à une société privée qui va exploiter la piscine pour son compte. Inversement, dans l'exemple qu'on a déjà vu avec le service public de dragage des côtes, c'est un service public à caractère industriel et commercial. Qu'il soit géré en direct par le département de Charente-Maritime, comme on l'a vu, ou que le département de Vendée fasse le choix de le déléguer à une société privée de type SNC Armor. Toute la question reste alors de bien comprendre ces notions de SPA et de SPIC, ou à un niveau local, de SPLA et de SPLIC. Alors tout d'abord, il faut vraiment avoir en tête que ce sont tous les deux des services publics. Autrement dit, et pour reprendre notre définition, ce sont, dans les deux cas, des services d'intérêt général relevant d'une personne publique par une gestion directe ou par un contrôle de celle-ci. J'enfonce donc peut-être une porte ouverte, mais un Center Park ou un hôtel Ibis ne sont pas des services publics, puisqu'ils relèvent d'intérêts privés, portés par des acteurs privés, sans aucun lien avec les collectivités territoriales. Par contre, une piscine publique est quant à elle un service public, puisqu'elle dépend d'une personne publique et qu'elle répond à un intérêt général d'hygiène et de salubrité. Ainsi, même si les SPIC se rapprochent du fonctionnement d'une entreprise privée, ils restent des services publics
et doivent donc respecter la totalité des grands principes du service public, avec en particulier l'égalité de traitement, la continuité des services publics, l'adaptabilité ou encore la transparence. Bon, ceci étant dit, reste à savoir comment les différencier. Globalement, pour la totalité des services publics portés par des collectivités territoriales ou plus généralement par des personnes publiques, on part quand même du principe que ce sont des services publics à caractère administratif. Et oui, comme on l'a vu, le SPIC reste la banalisation d'un type de service public assez récent, et il reste plutôt minoritaire, bien que très présent au sein des collectivités territoriales. Ceci étant dit, malgré cette présomption de SPA, on peut finalement considérer que le service a un caractère industriel et commercial en regardant de plus près 3 critères. Celui de la nature de l'activité, de l'origine des ressources et des modalités de fonctionnement. Le premier critère, c'est la nature de l'activité. L'idée étant que les services industriels et commerciaux existent souvent dans le privé, alors que les services publics administratifs sont souvent portés uniquement par des personnes publiques, parfois même sous forme de monopole légal. C'est le cas par exemple de l'état civil. Seules les communes peuvent délivrer certaines cartes d'identité ou passeports, et on imagine mal une entreprise privée décider d'elle-même de porter ce genre de service. C'est donc bien un service public à caractère administratif. A l'inverse, un service d'hôtellerie géré par une commune à proximité des sources thermales qu'elle exploite pourrait tout à fait être porté à l'initiative d'un privé. On est donc davantage dans le cadre d'un SPIC. A noter que dans cet exemple précis, avant même de s'interroger sur le caractère administratif ou industriel et commercial du service, on peut légitimement se demander si on peut qualifier ce service de service public. En l'occurrence, dans ce cas de jurisprudence de 1984, qui concernait la commune de Brides-les-Bains, ce service d'hôtellerie est bien un service d'intérêt général qui forme une sorte d'extension au service public de gestion d'une source thermale. Au vu de tout ce qu'on s'est dit jusque-là, on peut imaginer que le développement de ce service d'hôtellerie a dû intervenir dans un contexte de carence d'initiatives privées, c'est-à-dire sans doute l'absence d'hôtels privés, alors même que l'hébergement constitue une condition importante pour le bon fonctionnement de ce service public municipal. Le deuxième critère, qui est souvent un très bon indice, un peu plus facile à repérer, est l'origine des ressources. Tout ou partie des recettes des SPIC proviennent nécessairement d'une participation directe de l'usager qui souhaite utiliser le service. L'exemple typique est celui du transport ferroviaire, qui est un service public à caractère industriel et commercial pour lequel vous payez un billet. A noter que sur ce critère, on se demandera toujours si le service qui est rendu est vraiment directement et pleinement lié à la redevance, c'est-à-dire à la participation payée par l'usager, tickets, billets, etc. On pourra donc regarder si les redevances payées couvre de manière significative les dépenses du service, mais on pourra aussi regarder si le paiement de cette redevance n'a pas pour effet de créer une relation contractuelle ou presque contractuelle entre l'usager et le gestionnaire du service. Le dernier critère est celui des modalités de fonctionnement. Je l'ai dit, je le répète, c'est bien le service qui est qualifié de SPA ou de SPIC indépendamment de son mode de gestion. Néanmoins, quand on a un doute, on peut quand même se pencher un peu sur les modalités d'organisation du service afin de déterminer s'il se rapproche davantage du fonctionnement d'une entreprise privée, notamment en termes de comptabilité, de procédure d'achat ou de statut des agents. Et bien sûr, dans ce cas précis, on va quand même regarder d'un peu plus près le mode de gestion du service. Un service qui est complètement délégué à une entreprise privée dans le cadre d'une délégation de service public constituera un indice supplémentaire de service à caractère industriel, même si, je le rappelle, c'est un critère qui n'est ni nécessaire ni suffisant. Vous l'aurez compris, on a de grands principes, mais en réalité, on regarde au cas par cas pour savoir si une activité relève d'un SPA ou d'un SPIC. Alors je sais par expérience que cette distinction SPA-SPIC n'est pas toujours simple à saisir de prime abord, alors que franchement, quand on se prend un peu au jeu, ça peut devenir presque ludique. Et c'est pour cette raison que j'ai créé, rien que pour vous, une vidéo construite sous forme de petit jeu, dans laquelle je vais vous présenter une quinzaine de services publics, et vous allez devoir déterminer si ce sont des SPA, des SPIC, ou si ça dépend des fois. On en a donc fini pour cette vidéo qui s'inscrit dans une série de vidéos sur le service public. J'ai essayé de créer un fil rouge pour vous démontrer que si les collectivités territoriales portent un grand nombre d'activités de toutes sortes, une partie seulement de ces activités peuvent être qualifiées de services publics. Enfin, ça reste quand même une partie prépondérante, je vous rassure. Dans cette deuxième vidéo, j'ai justement essayé de vous montrer que le nombre de services publics portés par les collectivités a eu tendance à augmenter avec le temps, avec une intervention de plus en plus forte dans la sphère économique, ce qui a même conduit à créer une nouvelle catégorie de services publics, les SPIC, qui se rapprochent plus du fonctionnement des entreprises privées que de celui d'une personne publique. Et on commence donc doucement à mélanger droit public et droit privé dans le fonctionnement même de nos collectivités territoriales. Mais ce fonctionnement presque privé va de pair avec l'ouverture progressive de la sphère concurrentielle privée, puisque, je le rappelle, sous l'impulsion du droit de l'Union européenne, les collectivités ou leurs établissements sont désormais parfaitement légitimes
à intervenir sur la sphère privée. Dès lors qu'ils démontrent d'une part qu'ils ont un intérêt légitime à intervenir, qui résulte notamment de la carence de l'initiative privée, et qu'ils se plient aux règles de la concurrence, ce qui a tendance à être un peu plus le cas dans le cadre des SPIC. Et pour terminer notre tour d'horizon des fondamentaux sur ce que peuvent être les services publics, il ne nous restera plus qu'à aller voir d'un peu plus près comment on fait concrètement pour gérer ces services publics dans une nouvelle vidéo sur les modes de gestion des services publics. Loin de clore le débat, j'espère que ces quelques vidéos pourront apporter sa petite contribution en apportant un cadre politique et juridique au débat passionnant que soulèvent les services publics en général et les services publics locaux en particulier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me donner votre avis ou poser vos questions. J'essaierai d'y répondre de mon mieux. N'hésitez pas non plus à lâcher un petit pouce bleu et à partager cette vidéo autour de vous. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Rideau.